Bienvenue sur les nouvelles filles de la campagne. Les filles que vous allez rencontrer sont arrivées il y a quelques mois, quelques années. D'autres sont natives du territoire, ce qui ne les a pas empêchées d'aller explorer d'autres lieux. En les rencontrant, ce fut une évidence, c'étaient elles mes nouvelles héroïnes. Elles étaient dans l'hôtellerie, dans le soin, dans l'enseignement. Maintenant, leurs journées sont rythmées différemment. Alors soit par les animaux, les marchés de producteurs, la météo. Elles ont eu le courage de tout remettre en question en changeant de vie, en changeant de métier, en mettant plus de sens dans leur quotidien. Je suis Sandrine et dans ce podcast, je vais vous partager nos conversations qui, je l'espère, vous feront réfléchir, vous feront plaisir, sourire et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou pas. Ensemble, on vous parlera de ce que leur procure ce changement de territoire, de vie et de métier. Les nouvelles filles de la campagne ont 25 ans, 50 ans, peu importe. Ce qu'elles ont en commun, c'est une sacrée volonté. Elles ont du courage, elles sont passionnées, passionnantes et certainement un peu inconscientes. Aujourd'hui, je suis chez Lucille. Bonjour Lucille. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Ça va bien, oui. Alors on est où là précisément ? Alors on est à Saint-Paul-la-Roche, au lieu dit l'Or. On est chez moi, dans la ferme où j'élève des chèvres et mon mari fait des légumes. L'Or, L-O-R ? L-O-R, ça vient du latin lortus, ça veut dire potager. Et je pense que il y a quelques centaines d'années, c'était le potager de la maison templière toute proche. D'accord. Ouais. T'as creusé un peu le sujet ? Oui. Très bien. Ça, c'est les premières indications que tu as réussi à avoir ? Oui, les premières indications. C'était bon signe ou pas ? Oui, c'est bon signe. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, de qui est composée ta famille ? Alors, moi, c'est Lucille, je suis mariée avec Pierre. Et ensemble, on a 2 enfants, Lise et Amélie, 18 ans et 14 ans. Saint-Paul-la-Roche, c'est où ? Saint-Paul-la-Roche, c'est en nord d'Ordogne, dans le Périgord vert. Depuis combien de temps ? Alors, on est sur la ferme depuis 9 ans. Et ça ressemble à quoi ici ? J'aimerais bien que tu nous... Comme les gens nous entendent, ne le voient pas, même si je mettrai certainement des petites photos, mais est-ce que tu peux donner des précisions, décrire un peu l'environnement dans lequel vous vivez ? Eh bien, c'est vert. Ça, c'est vrai. On est dans la nature. C'est vallonné, contrairement à notre pays d'origine. On est presque dans la forêt, avec beaucoup de verdure et beaucoup d'arbres. Et l'habitation, elle ressemble à quoi ? Alors, on est dans une petite ferme en pierre qui a, je pense, 140 ans. D'accord. Et une petite maison collée à une petite grange. Il y a beaucoup d'animaux autour de toi ? Tu peux nous faire le listing ? Oui, il y a des animaux. Alors, on a chiens, chats, poules, canards, cochons et surtout un troupeau de chèvres laitières avec lequel je fais du fromage. 2 vaches, un âne et 2 chevaux. Comment tu fais pour gérer tout ça ? C'est pas possible. Quand je vous dis qu'elles sont un peu inconscientes, j'ai raison. C'est un petit paradis pour toi ici ? Ah oui, un gros paradis. Un gros paradis ? Oui. Un gros paradis. C'est vraiment ce qu'on avait rêvé et on a abouti. Ton rêve s'est réalisé. Ouais. Enfin, votre rêve s'est réalisé. Tu as dit, c'est très différent de notre vie d'avant. Alors, on a un point commun, on vient tous les deux du Nord. Oui, le plat pays. Le plat pays, elle Oui. me dit ça comme ça. Elle a repris un petit accent là d'un coup en disant d'un coup. que c'est venu. Donc, vous venez du Nord. Tu peux nous donner un peu de détails là-dessus ? Enfin, vous viviez où ? Oui, alors moi j'ai grandi à Valenciennes et après j'ai rencontré mon mari à Lille pendant nos métiers d'avant. Donc on a habité la banlieue de Lille pendant, je pense, 15 ans avant d'arriver. Gros changement. Gros changement. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, on va commencer par le changement de territoire. Avant ce fameux changement de métier. Oui. Et le changement de territoire, donc si je comprends bien, vous aviez un rêve Oui. que vous avez réalisé aujourd'hui, tu vas nous expliquer, mais pourquoi le Périgord vert ? Enfin, pourquoi la Nouvelle-Aquitaine ? Pourquoi le Périgord vert ? C'est quand même un gros hasard. On cherchait à aller dans une région rurale Ouais. où on pouvait, selon nos finances, acheter de la terre pour avoir une ferme. On a commencé par visiter plusieurs biens en Creuse et dans le Cantal. Oui. Et en y passant des vacances, on s'est rendu compte qu'au niveau climat ou au niveau culturel, c'était pas ce qu'on attendait. Donc on a poussé un peu plus à l'ouest et on est arrivé en Dordogne. Ça voulait dire quoi, le climat, et d'un point de vue culturel, c'était pas ça ? Et bien, notre truc dans la Creuse, c'était assez pauvre culturellement et
Et Socialement ? au niveau des activités sociales, tout ça, comme on avait des enfants petits, on ne voulait pas les enfermer dans une vie d'ermite. Oui. Ouais. Pourtant, il y en a beaucoup qui diraient que notre vie est une vie d'ermite déjà, non, mais je comprends. Pas le cas. Et dans le Cantal, le climat est quand même assez rude, plus proche froid. de la montagne. Plus froid. Ouais. Mais pour cultiver de la terre ou élever des animaux, c'est quand même plus compliqué. Mais il y en a là-bas quand même. Oui, il y en a. Il y a des courageux. Des inconscients courageux. D'accord. Donc, plutôt un choix par rapport, effectivement... au climat, ouais. Ouais, au climat. Et après, au lien, au social, au culturel. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Quand tu dis que vous êtes passé dans la Creuse, c'est-à-dire que vous êtes vraiment posé pendant plusieurs semaines ou juste des petits passages Des petits passages de vacances. On s'organisait pour visiter en même temps des biens à vendre. Ah oui. Donc le choix s'est porté sur la Dordogne et ça a été tout de suite le Périgord vert ou vous avez aussi crapahuté dans tout le territoire de la Dordogne? Alors on a crapahuté en fait dans le triangle Limoges, Brive-la-Gaillarde, Périgueux. Ouais. Parce qu'au centre de ce triangle, il y a une école, un lycée agricole à Saint-Thierry-la-Perche, ça s'appelle La Faille, où comme tremplin, j'ai repris mes études. J'ai passé un brevet, un BPREA, un brevet professionnel agricole à Saint-Thierry-la-Perche. Du coup, une fois que j'étais inscrite à l'école, on a rayonné autour pour trouver une ferme. Pas du tout de famille ou d'amis qui étaient ici, sur le secteur? Non, pas du tout. Néant. L'aventure. C'est comment pour vous, pour toi, enfin entre autres là pour toi, puisque tu es une nouvelle fille de la campagne, c'est comment pour toi de vivre sur un territoire rural? C'est plus calme. Ouais. Le premier mot qui me vient, c'est plus calme. Mais plus calme pour ton esprit ou c'est plus calme au global? C'est plus calme pour ta vie et c'est mieux? Voilà, c'est plus serein. C'est plus à notre rythme, quoi. On choisit plus facilement notre rythme et on n'est pas poussé par la société. Je pense qu'on le subit moins, peut-être, c'est ça que tu veux dire aussi? C'est le fait d'être peut-être un peu plus acteur de sa vie et de moins subir ce qu'on avait en ville avant. Voilà, les transports, le boulot avec les horaires fixes, les bouchons, le monde, le bruit, voilà. C'est plus... Les agressions, enfin visuelles et sonores. Oui. Je parle plutôt de, pas agression physique, mais... Mais même, cette angoisse de délinquance ou de... Tu parles d'agression ou de violence urbaine. Est-ce que c'est un des facteurs qui a pu motiver votre départ par rapport aux enfants? Pas vraiment ce qui a motivé notre départ parce qu'on habite dans une banlieue assez calme. Par contre, maintenant qu'elles sont adolescentes, je suis contente qu'elles puissent voyager, partir à vélo, faire des fêtes et sans avoir cette angoisse des violences urbaines. Ouais. Autre chose sur vivre sur un territoire rural, qu'est-ce que ça t'apporte d'autre? Eh bien, la connexion à la nature, c'est quand même ce qu'on recherchait en priorité à la base. Et d'être dans un territoire rural, on vit dans la nature... On l'observe tous les jours et on en profite tous les jours, contrairement à quand on habitait en ville où on attendait patiemment le week-end pour pouvoir s'évader. Là, tous les jours, on vit dans un endroit paradisiaque. Ça rejoint un peu la question qu'on vient d'évoquer ensemble, mais qu'est-ce qui te plaît le plus ici, dans ta vie de tous les jours? Vraiment, s'il y avait un truc à choisir, sur lequel tu ne reviendrais pas en arrière, par exemple. Oui. L'espace. Je crois que mon voisin le plus proche doit être à 500 mètres. Et du coup, dans cet espace, on peut vivre avec nos animaux et ça, c'était important aussi pour nous. Finalement, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce territoire ou du moins ce changement de vie? C'était quoi les principales motivations de ce changement? Et dans ce changement, c'est Pierre, mon mari, qui a été moteur parce que lui voulait vraiment s'installer en tant que maraîcher. Il était pressé de changer de vie. Alors... Tiens, on va en profiter puisque tu dis ça. Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux quand vous étiez en ville, dans le Nord? Alors, on était tous les deux techniciens de laboratoire au CHU de Lille, donc dans des laboratoires hospitaliers. D'accord. Ouais. Ça veut dire que tu fais quoi concrètement? Des analyses médicales de sang pour l'hôpital. Tous les deux, vous faisiez ce job-là? Oui, on faisait ça tous les deux. Oui. Au même endroit. C'est là qu'on s'est rencontrés à l'hôpital. Ouais, gros changement. Cette intention de changement de métier, en tout cas pour ton mari, c'est venu il y a très très longtemps? Oui, c'est venu il y a au moins 15 ans.
qu'il a commencé par faire des formations sur le métier de maraîcher. En parallèle de son job à l'époque ? En parallèle de son métier, oui. Il a fait des formations 2 ans, 3 ans de suite, différentes formations, avant qu'on se mette à chercher vraiment à déménager. Et toi, t'as toujours été OK avec ça ? Oui. Ouais, il t'a pris dans son navire avec Oui, lui et parce t'as validé que- le Oui. projet tout de suite ? Oui, j'avais une folle envie de vivre à la campagne et en fait, je suis cavalière depuis très longtemps. Ah, d'accord. Et déjà, quand on habitait sur l'île, on avait des chevaux. Je pense à une chose. Vous vouliez vous installer en tant que maraîcher au départ. Après, toi, ton projet est peut-être venu par la suite, mais en tout cas, maraîcher, avoir de l'espace, etc. Pourquoi ne pas l'avoir fait finalement plus dans le nord ? Alors, dans le Nord, on a cherché à acheter de la terre. Ouais. Pas beaucoup, parce que ça coûte très cher. Oui. Et on n'a jamais trouvé ce qui nous plaisait. Ni dans nos prix, Ouais. ni dans la surface, ni dans le côté excentré du bien, en fait, par rapport à la ville et aux zones urbaines. Ce changement de territoire, est-ce qu'il t'apporte quelque chose de plus ou d'autre, de différent ? En tant que femme ? Oui, en tant que femme, il y a quand même une différence sur le regard des autres. Je pense qu'on est moins soumise aux dictats de la société des femmes, où il faut être bien habillée, bien coiffée, bien maquillée. On nous juge moins sur nos apparences, On c'est ça nous que tu juge veux dire ? moins sur nos apparences. C'est vrai qu'on s'habille comme on veut, on a toutes des styles différents C'est et vrai. pour autant, voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard mauvais ou jugeant, ouais. ou jugeant. Je Ça pense- nous apporte quand même une liberté d'être ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être, oui, sans devoir ressembler aux publicités. Ouais, ou à la voisine qui a acheté la dernière robe. Oui. Ouais. Et en même temps, ça ne nous empêche pas de quand même vouloir être coquette. Oui, mais je mets des robes bien plus souvent ici qu'en ville, parce que je me sens plus libre et moins en danger, je dirais, et moins regardée. Du coup, je suis plus féminine maintenant que je suis à la campagne que quand j'étais en ville. C'est bien d'entendre ça. Parce que non, mais c'est vrai qu'on peut aussi nous juger. Le fait de faire un choix d'aller vivre à la campagne, on peut aussi rapidement nous juger en disant qu'on va être obligatoirement habillé en salopette. Bon, Et en aujourd'hui, je bottes. suis en salopette Ouais. ou en bottes. Et moi, Mais- je mets des robes et des bottes, et ça me va très bien. Ouais. C'est sexy les robes et les Oui. bottes, hein, sur les calendriers des routiers. Oui. C'est un point que certaines des filles ont abordé, pas de la même manière que toi, Ouais. mais je l'avais pas pensé comme ça, mais tu as complètement raison. Ouais. Surtout qu'on travaillait... Bon, je travaillais pas dans un milieu 100% masculin ou très macho, mais quand même, j'ai souvent subi le regard des collègues et le regard voilà, des collègues masculins où il fallait plus ou moins s'imposer un uniforme pour pas dépasser du standard. Ouais. Mais ici, du coup, je me sens beaucoup plus libre d'être femme, vraiment. Est-ce que ça a été dur de renoncer à vos anciens jobs ? Enfin, en tout cas, toi, à ton ancien job. Est-ce que ça a été dur ? Ça a été dur financièrement. Quand on a quitté l'île, j'ai repris une année d'études voilà, au lycée agricole, financée par la formation professionnelle. Et après, quand on a eu la ferme, financièrement, on s'est rendu compte que c'était pas possible tous les deux de s'installer à notre compte Oui. en même temps. Du coup, j'ai retravaillé dans un laboratoire à Thiviers D'accord. pendant presque 6 ans, voilà, à temps partiel. Pendant qu'on a rénové la maison, mis en place le jardin et l'activité de maraîchage, planter des arbres, avoir des animaux, voilà. Et après, une fois qu'on a été vraiment stable, un peu plus stable, un peu plus stable, j'ai à mon tour changé de métier. Ouais. Et en même temps, c'était pas plus mal parce que quand on est arrivé, donc j'ai fait des études agricoles sur les plantes médicinales et aromatiques. Et en fait, 5 ans après, c'était pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. Donc 5 ans après, je me suis découvert une passion pour les chèvres et pour la fromagerie. Et bien voilà, vient de là, nous dire son métier. Voilà, j'ai trouvé vraiment ce qui m'intéressait. Ouais, donc c'était pas plus mal de le faire en étapes. Oui. Quand je dis aussi dur de renoncer à ton ancien job, le fait d'avoir quand même des collègues, une équipe,
une routine de travail, une aisance, tu vois. Ouais. Parce que là, tu chamboulais tout, quoi. Mais peut-être que non, hein, peut-être que tu aimes bien, non. Du coup, comme j'étais dans le soin, après 3 ans de Covid, ça n'a pas été trop compliqué de quitter mon métier parce qu'on en avait ras la casquette. Et au niveau social, j'avoue que j'ai eu quelques appréhensions de quitter les collègues et les patients que je voyais tous les jours. C'est vrai que je croisais une centaine de personnes par jour. Ah oui. De me retrouver toute seule à travailler sur la ferme, ça m'inquiétait un peu au début, mais en fait, non, les relations sociales, elles sont là et elles sont Par un autre biais. par un autre biais, par les marchés déjà, et après par toutes les connaissances et les amis qu'on a autour. Du coup, c'est des relations plus choisies. Oui, Ça, moins c'est subies. bien. Ok. Votre choix, ton choix, cette décision de changer de territoire et en même temps de changer de job, hein, de tout bousculer, ton entourage, comment il a réagi? Ton entourage, ta famille, tes amis? Eh bien, on avait quand même préparé la chose plusieurs années, donc Tu les voilà. avais préparés? Le jour du changement, ils n'étaient pas étonnés, mais ils nous ont quand même pris pour des fous parce qu'on était tous les deux fonctionnaires, on avait une maison, on avait, à leurs yeux, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Oui. Et c'est vrai que nos parents étaient quand même très très inquiets qu'on lâche tout pour recommencer une nouvelle vie dans un territoire inconnu, sans soutien Oui, sur place. sur place. Ça n'a pas été facile, je pense, pour eux. Et, même s'ils nous voyaient très motivés et très heureux Il y a toujours de un se peu lancer dans d'inquiétude. l'aventure, il y avait de l'inquiétude, oui. Et les amis, pareil? Ou plutôt moteur? Et ben, ça dépend lesquels. Il y en avait qui étaient plutôt moteurs, il y en avait d'autres qui avaient bien du mal à se mettre à notre place et à trouver, À comprendre la à décision? comprendre la décision et les motivations. Oui, Donc, ils sont restés quand même amis? Vous êtes quand même restés oui, amis? on est restés amis, bien sûr. Oui. Pas avec tous, forcément, la distance fait que il y a certains amis qu'on côtoie plus, mais Oui, c'est vrai que les plus proches sont restés. nous ont pas quittés, oui. Et la famille, aujourd'hui? Et ben la famille, il y en a une bonne partie qui ont suivi. C'est En vrai? fait. Ils sont venus en vacances plusieurs années de suite et qui ont trouvé qu'on avait fait un bon choix et que le territoire était très engageant et le climat très propice. Et du coup, ils ont suivi. D'accord. Ouais. Durant ces dernières années, Tu en as convaincu plusieurs? plusieurs ont déménagé pour venir s'installer aux alentours. D'accord, bah, c'est chouette alors. Ok. Donc le regard des autres, oui, ou cette inquiétude, cette peur, n'a pas impacté votre décision Ah non, pas du tout. à aucun moment. Non. C'était on y va. On y va, on avait bien réfléchi, on était sûr de ce qu'on voulait D'accord. et on était confiant d'y arriver et de trouver ce qu'on cherchait. À l'époque, il y avait une de vos deux filles qui avait quand même 10 ans. Comment vous avez préparé cette transition, ce départ? Vous en avez parlé avec elle? Comment ça s'est fait? Oui, on en a parlé avec elle, mais on en a parlé plusieurs années avant de partir. Donc, il y a eu beaucoup de dialogues. Après, on a passé beaucoup de périodes de vacances quand même à la campagne, Ouais. dans des endroits vraiment ruraux, reculés, où elle a pu appréhender un peu Tu avais loué une ce que grotte c'était. dans le Cantal? Alors, on va louer le pire. On va louer Ouais. une grotte dans le Cantal. Comme ça, après, quand on sera un peu la roche, ce sera facile. Oui, on a quand même un peu voyagé. On leur a montré le territoire et expliqué comment ça allait être, comment ça allait se passer. De nous voir en fait contents et motivés du changement, elles étaient Heureuse avec nous, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour passer le cap de changement de territoire et ou de changement de métier? Est-ce que tu penses que dans la vie des gens, il y a un moment opportun? Je ne sais pas s'il y a un bon moment. Je pense que tout le monde a un bon moment pour changer de vie. Après, il n'y a pas de standard, je pense. C'est chacun selon son ressenti. Chacun
selon son parcours. Mais souvent, j'ai regretté qu'on ne l'ait pas fait plus vite. Qu'on n'ait pas changé plus vite. Par rapport à quoi ? Pourquoi ? Parce qu'on y a quand même réfléchi 5 ans avant de déménager. Ouais, t'as bien réfléchi. Ouais. Oui, on a bien réfléchi. Et quand on est arrivé, c'était tellement bien. J'ai souvent regretté de ne pas l'avoir fait plus vite et plus précipité. Mais en fait, je pense qu'il fallait ce temps de réflexion et d'organisation pour être sûr de soi et pas se lancer à la va-vite et regretter sur un coup de tête après, en ouais. ayant vu 2 Sans photos sur organiser. Instagram. Voilà, ouais. Et quand tu dis ça, c'est aussi par rapport aux enfants ? Est-ce que de venir plus vite pour que les enfants en profitent dès leur plus jeune âge ou pas forcément ? Ben, c'est vrai que la grande qui est arrivée à 2 ans et demi avait déjà bien l'habitude de la zone périurbaine où tout le confort était là, même dans la maison, même les amis à l'école. Le changement était plus difficile que celle qui avait 5 ans. Oui, c'est pour ça que je dis ça. C'est adapté beaucoup plus vite. Ouais. Ouais. Je pense que c'est Avec moins d'attache. plus facile peut-être avec des enfants plus jeunes. Petits. Alors maintenant, on va parler de ton nouveau métier. Donc tout à l'heure, tu nous l'as dit, tu as lâché le morceau, tu élèves des chèvres. C'est ça ? Des chèvres et des vaches laitières. Et des vaches laitières, ok. Alors, pourquoi, comment, d'où ça vient, cette idée ? Eh ben, on a commencé par avoir une chèvre à la maison, un peu pour faire l'arche de Noé. On a fait reproduire et qu'on a trait. Puis après, on a une deuxième chèvre qu'on a trait aussi. Donc, j'ai commencé à faire des petits fromages dans ma cuisine. Là, c'était vraiment pour la famille. Perso, quoi. Vraiment pour vous. En mode perso. Après les 3 années de Covid, il était temps que je quitte. Donc là, tu étais encore laborantine. Voilà, j'étais encore laborantine. J'avais vraiment envie de quitter mon métier. C'est venu à moi qu'une évidence de monter mon troupeau et de faire du fromage de façon professionnelle. D'accord. Comment on appelle ton métier ? Il y a plein de noms. Je suis paysanne. C'est joli, paysanne. Oui. Après, on peut dire exploitante agricole. Après, je suis éleveuse fromagère. Éleveuse fromagère. Ouais. Donc, il y a les chèvres et alors les vaches aussi pour le... Pour le lait, oui. J'ai 2 jersiaises pour le lait. 2 comment, t'as dit ? Jersiaises, c'est la race. C'est la race, de d'accord. mes vaches. Tes chèvres, t'as plusieurs races ? Oui, aussi, on a un troupeau avec plusieurs races. Au moment, il y a une 30aine de chèvres sur la ferme. Il y en a 17 en lactation. Il y a des alpines, des saanen, des anglo-nubiennes, des poitevines. On fait reproduire avec un bouc qui est poitevin pour avoir une certaine rusticité parce que j'ai un troupeau qui vit dehors toute l'année. Je les enferme jamais. Donc elles ont bien sûr une chèvrerie, une cabane pour dormir, mais elles y rentrent et elles sortent comme elles veulent. Elles sont libres. Oui. Pourquoi on a plusieurs races dans un troupeau ? Parce qu'il y a des chèvres comme les alpines et les saanen qui font beaucoup de lait. C'est la race comme ça. Et après, j'ai des races comme les poitevines ou les anglo-nubiennes qui font du lait avec d'autres qualités pour faire du fromage. Du lait plus gras ou plus goûtu. Donc le fait d'avoir des chèvres de différentes races, toi, te permet de faire faire un fromage, des fromages différents, typiques en fait, avec un goût typique, un goût plus prononcé ou plus du terroir. Ok. Et tu as dit, j'en ai autant en lactation, c'est ça ? Oui, voilà. Il y a 17 mères qui font du lait en ce moment. Ça veut dire quoi elles sont en lactation ? C'est une période ? Explique-moi un peu. Alors en fait, donc c'est des chèvres qu'on a fait reproduire à 18 mois. Donc elles ont eu un petit. Et du moment où elles ont commencé à faire du lait pour allaiter leur petit, on les a trait. Et on a continué à les traire. Donc la plus vieille qu'on a à la maison et qu'on traite, ça fait 3 ans et demi. Et en fait, tant qu'elle donne du lait, on continue à traire sans la faire reproduire à nouveau. Comme une maman qui allaite longtemps. Longtemps. Voilà. Tu peux donner le sein à un enfant longtemps et tu vas toujours avoir du lait. C'est la même... Je fais la même chose avec les chèvres pour pas leur faire des petits tous les ans. Parce que je pense que physiquement, ça les épuise. Plus que donner du lait. D'accord. Donc en fait, toutes les jeunes sont obligées de passer en reproduction pour avoir un petit, pour se mettre en lactation.
Et après, je les garde en lactation le temps qu'elles veulent bien. Ah, ça y est, je comprends. À 18 mois, tu peux faire reproduire? Oui, dans les exploitations, on va dire conventionnelles, les jeunes chevrettes, elles sont en reproduction à 9 ou 10 mois. Ah oui, ça me Moi, paraît j'attends. tôt en fait. Ouais. Déjà 18 mois, c'est parce que tu fais un espèce de parallèle avec... mais rien à voir, bien entendu. Je sais pas, 18 mois pour une chèvre, ça vit combien de temps une chèvre? Oh, ça peut vivre 15 ans, je pense. Ah ouais, et Oui. c'est pas jeune, 18 mois, c'est quoi? C'est des adolescentes en fait. C'est des adolescentes, mais c'est le bon âge où physiquement, elles ont leur conformation d'adultes et elles sont prêtes D'accord. à porter un petit. Et le mâle, lui, il reproduit Oui, quand ouais, il est prêt. comme un homme. Ah non, Voilà. quand il est prêt, mais toute sa vie, quoi. Oui, toute sa Comme un vie. mec. Ouais. Ah, ça m'énerve. Donc ce métier, il t'arrive comme ça, comme une évidence, parce que tu fabriques du fromage de chèvre pour ta famille. Pour ce métier, est-ce que tu as dû passer un autre diplôme, te former auprès d'autres éleveurs? Comment tu as fait? Alors, effectivement, j'ai plusieurs copines qui sont éleveuses de chèvres, de brebis, de vaches, et avec lesquelles j'ai vraiment sympathisé et qui m'ont fait découvrir leur métier d'éleveuse, mais aussi leur métier de fromagère. Ah, parce que c'est deux métiers différents. Ouais. Du coup, j'ai appris comme ça, en allant aider les copines sur leur ferme. Et après, j'ai fait quelques formations courtes, des formations pour adultes à Aurillac, au lycée agricole d'Aurillac. Qu'est-ce que tu apprends dans ces formations-là? À faire de la cuisine, à faire du fromage. C'est plutôt la formation sur sur la partie production Recettes, de fromage, production. pas Ouais. l'élevage. Non, l'élevage, j'ai vraiment appris sur le tas avec mes collègues. C'est pas réglementé, tu dois pas avoir un diplôme, enfin il n'y a pas une formation spécifique à l'élevage de chèvres. Non, c'est bizarrement des métiers qui sont pas réglementés par un diplôme, D'accord. contrairement au boulanger ou au coiffeur. Donc tu peux On peut t'installer s'installer en du jour tant au lendemain. éleveuse de chèvres, Oui, voilà. et tu te formes auprès de pairs, enfin de gens qui font la même chose. Oui. Par contre, après la transformation, là, tu es obligé de passer un diplôme. Non plus. Non plus. Non. Mais là, toi, tu l'as fait parce que tu voulais... Oui, apprendre quand même. Après, mon métier d'avant de technicienne de Ouais, laboratoire, ça t'a aidé m'a quand même bien aidé. Ah, il y a un lien peut-être alors. Oui. Maintenant, j'ai mon propre laboratoire où je fais ce que je veux. Ouais. Tu penses qu'il y a un lien, franchement? Oui, je pense que il y a ce côté-là de l'amour du métier, d'élaborer des recettes, de faire des potions. Là, aujourd'hui, tu as un petit laboratoire à toi, toute Oui. seule. Ouais. C'est toi la big boss du laboratoire. Voilà, c'est moi la chef. Donc, tu fais cette formation à Aurillac, qui dure combien de temps? Eh bien, j'ai fait une formation de quelques jours sur comment faire de la crème et du beurre, comment faire les fromages les plus simples. Et j'y retourne là au mois de novembre pour faire d'autres recettes. Sur les pâtes molles, Saint-Nectaire, reblochon, camembert. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est que du frais, du crémeux, ce Voilà. que tu as. Et après, je fais d'autres fromages, mais là, j'ai appris sur le tas. Donc, je vais quand même faire une autre formation. Ah, puis ça peut faire du bien, non? Oui, ça fait du bien, Ça ouais. fait du bien. Tu vas Mm. sortir d'ici déjà. Oui. Hein, on va sortir de Saint-Paul. Voilà. Tu vas- Rencontrer d'autres collègues, d'autres fromagers. Ouais, puis C'est tu peux bien. partager plein de trucs Voilà. aussi. Au-delà du métier, partager la vie Oui, que vous avez tous et toutes. ça nous fait voyager aussi un peu. Est-ce que tu sais s'il y a plus d'éleveurs, d'éleveuses? Est-ce que c'est un métier plutôt pour de femmes, les chèvres? C'est vrai que dans l'élevage de chèvres, où il y a de la transformation fromagère, je connais plus de femmes. Tu penses Moi, savoir pourquoi? je pense que les femmes ont un rapport avec les animaux plus fluide et peut-être plus simple, Plus doux. plus doux que les hommes. Mais je veux dire, c'est pas forcément que le comportement des hommes qui fait, c'est aussi le comportement des animaux vis-à-vis des femmes. Tu les vends où tes fromages? Alors, je les vends principalement sur le marché, donc à Jumillac, toute Ouais. l'année, et l'été Oui. à Saint-Paul, au marché gourmand, et à Saint-Jean-de-Colle. 3 marchés. Voilà, 3 marchés l'été, et l'hiver, j'en fais que 2. Saint-Paul et Jumillac. Il y a un moment où tu as essayé de trouver d'autres sources de distribution, ou c'est ton choix de dire tiens, je fais les marchés, j'aime les marchés, je ne fais que les marchés? Eh bien, j'ai commencé par faire les marchés, et vu les volumes que je produis et les volumes de vente, pour l'instant, ça me suffit. D'accord, c'est Après, en je suis adéquation. pas- Oui, c'est en adéquation pour l'instant. Après, je ne suis pas fermée à déposer dans une boutique de producteurs ou fournir des restaurants ou des écoles, mais pour l'instant,
j'ai pas le besoin. D'accord. Ton rythme de production colle bien à tes marchés. Oui. D'accord. Ça veut dire que aujourd'hui, tu n'aurais pas assez de matière à vendre ? Voilà, c'est ça. Ça voudrait dire qu'il te faudrait plus de bêtes ? Oui, ça voudrait dire qu'il faudrait plus de bêtes, donc qu'elles fassent plus de lait. Mais j'ai pas envie d'un système vraiment intensif. Elles vivent leur vie, elles font ce qu'elles peuvent. Et toi, en termes de rythme de travail, c'est largement suffisant ? C'est suffisant ? Oui, c'est largement suffisant. D'accord. Parce que je pense qu'on est 50 chèvres ou 20 chèvres ou 100 chèvres. Finalement, le travail est à peu près la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours le travail de traite, que ce soit automatisé avec 100 chèvres ou manuel avec 20 chèvres, ça prend le même temps. Le travail en fromagerie, ça prend du temps, quel que soit le volume qu'on transforme et l'équipement qu'on a besoin. Tu n'augmentes pas forcément le nombre le troupeau. C'est par souci du bien-être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Voilà. Du bien-être animal, parce que c'est très important pour nous sur la ferme qu'elles aient de l'espace, une vie le plus naturelle possible et physiquement le plus acceptable pour elles. Hein. On ne veut pas en faire des bêtes de concours et les user en 8 ans au lieu de les avoir 15 ans. D'accord. Mais aussi un souci de bien-être humain, parce qu'on n'a pas envie de courir partout et de ne pas connaître nos animaux et de ne pas les aimer, parce que je pense que même si on aime un troupeau de 200 chèvres, on ne les connaît pas toutes personnellement et on n'a pas le même rapport avec les animaux. D'ailleurs, je voudrais que tu nous fasses la petite précision. Tu m'as expliqué tout à l'heure, les chèvres, elles ont tout un prénom. Oui, les chèvres, elles ont tout un prénom à la lettre, donc tous les ans, c'est une lettre différente. Ouais. Elles ont tout un prénom de fleurs. Voilà, tu peux nous en donner 2-3 ? Alors, la chef de troupeau s'appelle Capucine. Et après, dans l'année des P, on a Patience, Passiflore, Pissenlit, Patchouli. Et voilà, alors cette année, c'était l'année des U. On a eu un petit peu plus de mal à trouver des noms de fleurs. Donc, on a un peu dérogé à la règle. Ils ont pris les fruits. Ah ben non, les fruits, c'est compliqué aussi. J'avais l'impression qu'elles sont sensibles, douces, affectueuses. Elles sont affectueuses. C'est vrai que comme on les connaît bien, qu'on les manipule tous les jours, je les emmène me balader dans la forêt. Ah ouais ? Et du coup, elles sont assez amicales. Comment se déroule ta journée ou tes journées ? Comment elles sont rythmées aujourd'hui ? Est-ce que c'est tous les jours, il y a quand même une espèce de routine dès le matin, ou il n'y a aucune journée qui se ressemble ? Alors, c'est quand même assez rythmé. Parce que le matin, on commence par la traite. À quelle heure ? On n'a pas vraiment d'heure. Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que tu voulais venir vivre ici. Voilà. Ici, faire ça. On a quitté ce dictat des horaires fixes. Donc, en fait, le matin, on traite l'été, en ce moment, vers 7 heures. L'hiver, quand il fait jour. Et j'avoue que selon si c'est un jour de semaine ou un jour de week-end ou un jour de marché, on n'est jamais tout à fait à la même heure, mais les animaux s'habituent. C'est l'heure quand ils nous voient arriver. En tout cas, c'est la première tâche que tu fais dans ta journée. C'est de traire et nourrir tous les animaux. Après, je transforme le lait. Je fais le fromage. Tous les jours ? Tous les jours. C'est obligatoire ? C'est parce que tu peux pas conserver Si, on pourrait mettre le lait au frigo et transformer qu'un jour sur deux. Ou... Toi, tu préfères transformer tout de suite, éventuellement stocker un peu, quelques jours, et après, bim, au marché. Voilà. Après, il y a les jours de marché où je transforme pas tout le lait. Le lait de vache au frigo pour pouvoir faire de la tome le lendemain. Ça prend du temps, la transformation ? Ça me prend 3 heures par jour, je vais dire, au moins. Ah oui, une petite matinée, par exemple. Ouais. Donc, la traite, la transformation. Oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres... Après, on fait la sieste. C'est vrai. Après, on déjeune, on fait la sieste. Et après, l'après-midi... Comme les personnes âgées, quoi. Voilà. Après, l'après-midi, on s'occupe de l'extérieur, des clôtures, des prés, du jardin... Du maraîchage, des récoltes. Été comme hiver. Été comme hiver. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont plus compliquées que d'autres, ou du moins que tu aimes moins ? Alors, forcément, dans tous les métiers, il y a des tâches qu'on aime moins. Moi, j'aime moins faire la vaisselle, mais en fromagerie, on en a de la vaisselle à faire. C'est vrai ? Ouais. La vaisselle et du ménage, on en a beaucoup à faire. Ça, c'est pas le truc qui me passionne.
Après, le côté difficile dans l'élevage, c'est le soin aux animaux, c'est le rapport avec la mort. Et ben, on n'est jamais vraiment préparé entièrement. Donc, ce seraient les deux choses les plus pénibles, Voilà. les choses que tu n'aimes pas. Les soins, les maladies, ça c'est compliqué. Et qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi vraiment ton plus gros kiff dans toutes les tâches que tu as à faire ou dans tes journées, dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi vraiment ce qui te passionne le plus? C'est d'être au contact des chèvres. D'accord. Ou des vaches, mais c'est de les mener, de les changer de près, de les balader dans la forêt, de les manipuler à la traite, de voir si tout le monde va bien, faire un câlin à chacune. C'est vraiment passer du temps avec les animaux. C'est vraiment ce qui t'apporte le plus de ce qui bonheur. m'apporte le plus, ouais. J'ai une question. Tu réponds pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en vivez? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ton travail? Donc là, ça fait 1 an et demi que je suis installée avec le troupeau de chèvres. Pierre, ça fait du coup 7 ans qu'il est installé en tant que maraîcher. On n'en vit pas encore tout à fait. Ça veut dire quoi, on n'en vit pas tout à fait? On dépend encore des aides sociales sur, un tiers du budget. On n'est jamais autonome financièrement parce qu'en tant qu'agriculteur, on est quand même assez aidé par la politique agricole commune, par les aides bio. C'est quand même une sacrée part des recettes. D'accord. On va se cacher. Qu'est-ce qui ferait que justement demain vous passiez ce cap? Là, sur les 30 chèvres qu'il y a à la maison, il y en a 17 en lactation. L'année prochaine, il y en aura, je pense, 23. Et dans 2 ans, normalement, les 30 seront en lactation. Quasiment doubler la production de lait. Ouais. Et au niveau du maraîchage? Au niveau du maraîchage, on diversifie autrement, ce qui fait que ça nous prend moins d'énergie, moins de temps et on valorise mieux. D'accord. La rentabilité, elle est meilleure. Ouais, sur certains choix. Je connais très peu de petits paysans qui sont vraiment rentables financièrement. Autonomes complètement financièrement. Dans nos têtes, on avait conscience qu'on devait vraiment effectuer un changement de vie et une décroissance quand même sur les dépenses et le rythme de vie par rapport à ce qu'on avait en ville. Après, on est parti en se disant qu'on allait retrouver une certaine autonomie. Effectivement, quand on est sur la ferme, on produit nos fruits, nos légumes, notre fromage, le beurre, le lait, la viande. Ce qui est un gros poste les œufs, budget aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, on a beaucoup moins de revenus qu'avant, mais aussi on a beaucoup moins de dépenses parce que le logement est moins cher, les impôts sont moins chers. Aujourd'hui, c'est ta ferme, c'est à vous là. Ouais. Enfin, on rembourse encore notre crédit, hein, mais je veux dire, pour la ferme qu'on a et le terrain qu'on a, on rembourse moitié moins de crédit que pour la maison qu'on avait en banlieue de Lille. À Lille. Ok. Ouais, donc vous étiez quand même un peu conscient de comment ça allait se passer. Ouais. Mais c'est un réel choix. Ouais. Oui, j'allais te demander. C'était difficile. Il faut faire ça en conscience, oui. Difficile pour toi ou pas? Non, pas du tout. Bon, on n'a jamais été consumériste, ni Pierre ni moi. On n'a jamais été porté sur les fringues, sur la technologie. En venant ici, voilà, on a des loisirs, gratuits. On ne dépense pas grand-chose, donc c'est vrai que on a moins de revenus, mais aussi moins de dépenses. Et pour les enfants? Est-ce que ça, tu vois, par rapport aux enfants? Pour les enfants, je pense que c'est une question d'éducation. Après, il faut qu'elles comprennent et qu'elles prennent conscience que c'est pas une fin en soi d'avoir que des vêtements neufs, que des chaussures neuves, que changer de garde-robe tous les 6 mois, que d'avoir des jouets neufs et des jouets qu'ils ont à Noël et qui ne servent plus en avril, ça sert à rien. Et donc, je pense dans l'éducation, on leur a montré que oui, avoir des souvenirs, avoir des choses durables, c'était aussi bien que des choses jetables, et même mieux. Est-ce que ces nouvelles journées, elles te rendent heureuse? Oui, elles me rendent heureuse, ces nouvelles journées, parce que je fais quelque chose qui me plaît, parce que je dépend plus d'un patron. Ça, c'est quand même bien d'être à son compte, de pouvoir faire les horaires qu'on veut,
s'arrêter, faire une pause quand on veut, ou travailler quand on a envie, quand il fait moins chaud, quand il pleut pas, choisir ses activités en fonction voilà, de comment on se sent physiquement, mais aussi de la météo et des enfants. Ouais. Ça, c'est bien quand même d'être à son rythme. Un grand confort. Un grand confort. Une richesse. Oui. C'est beaucoup d'énergie d'avoir des horaires qu'il faut respecter. Et quand on était à Lille, qu'on passait notre temps dans les bouchons à courir après la crèche, l'école, le boulot, le train, quand on prenait le train. Là, on regarde pas l'heure. Oui. C'est vrai. Puis tout ce temps-là, tu peux pas le rattraper. Hein. Enfin... C'est du temps de gagner. C'est vrai que comme on travaille à la maison, on gagne énormément de temps. Ouais. Et le temps, c'est de l'argent. Ouais. C'est une autre philosophie, en fait, hein, une autre manière de penser, quand même. Hein. Oui, alors c'est sûr que j'ai des journées qui commencent à 7h et qui finissent souvent à 21h. Mais je ne travaille pas 14 heures par jour. Hein. Oui, parce que tu fais la sieste déjà. Hein. Oui. Là, elle m'a dit, tu viens que à partir de 16h parce qu'avant, je dors. Voilà. Il y a le fait de travailler dehors aussi, d'être au contact de la nature et des éléments. C'est aussi, je trouve, un confort de vie, une richesse de vie qui est très important à nos yeux. Comment ce changement de métier a impacté ta vie personnellement ? En fait, tu viens d'y répondre. C'est un peu tout ce que tu viens de nous dire. On là. a plus de temps ensemble, les uns pour les autres, ensemble, oui. Alors, peut-être pas plus de temps, mais des moments choisis et des moments vraiment vécus, je vais dire. Réellement vécu. Réellement vécu. Alors effectivement, on part moins en vacances parce qu'avec un troupeau, c'est compliqué de quitter la ferme. On travaille aussi le week-end parce que la traite, c'est 7 jours sur 7. Comme je t'ai dit, le fromage, je le transforme tous les jours. On est peut-être moins facilement disponible. Mais quand on se rend disponible, on l'est totalement. Est-ce qu'il y a, ou est-ce qu'il y a eu, des moments de doute ? Oh oui. Encore, vous n'avez pas vu sa tête. Oui, parce que on est arrivé avec plein de rêves et plein de motivations, mais on ne se rendait pas compte quand même du boulot à effectuer. Ouais. La charge de travail ? La charge, ouais. Parce qu'on a acheté une ruine, donc déjà. Il a fallu rénover la maison. Alors, on l'a fait sur 7 ans de temps. Ça veut dire petit quoi ? à petit. Une ruine, ça veut dire qu'il y avait vraiment... Il y avait 4 murs, une fenêtre et une toiture à refaire. Une ruine. Une ruine. Une petite maison et une grange. Rien d'habitable. Pas d'eau, pas d'électricité. Je vous ai dit, inconsciente. Oui. Il y avait une si belle vue qu'on n'a pas regardé la maison quand on a acheté. Ouais, c'est ça le problème ici. C'est qu'en fait, tu regardes plus l'extérieur que l'intérieur. Voilà, et tu fais, oh merde. Pierre a creusé dans le jardin, s'est dit, il y a de la terre, ça va être bien pour cultiver. C'est bon. Et bon, après, physiquement, ça a été quand même dur le changement, élever nos enfants, changer de métier, rénover la maison. Oui, ça a été quand même des moments de doute et physiquement, on a vraiment donné de notre personne un marathon. Dur, mais parce qu'on s'est mis la pression aussi. On s'est mis la pression d'y arriver et de gérer tout en même temps. Est-ce que sans enfants, ça aurait été plus facile ? Je sais pas, parce que finalement, c'est peut-être les enfants qui nous ont fait prendre du repos et décrocher du travail et des travaux de temps à autre. Oui. Heureusement qu'elles étaient là. C'est une charge, effectivement, de gérer des enfants, mais c'est aussi... une opportunité de se poser. Voilà, une opportunité, une obligation de se poser et de prendre des loisirs. Ben, il y a toujours des périodes difficiles de l'année. Quand même, quand on est paysan, il y a quand même des périodes difficiles. Quand on sort de l'hiver où on a subi le froid, les intempéries... et qu'on doit entamer une nouvelle saison et tout mettre en place. Et, c'est vrai que le printemps, c'est quand même très... Il y a beaucoup d'activités et c'est très physique dans la paysannerie. C'est des périodes difficiles. Quand on arrive là, fin juillet, voilà, on reprend un rythme un peu de croisière et ça va mieux. Maintenant, on a compris, je pense. On a pris un peu de maturité. Et on arrive à quand même avoir une vitesse de croisière où on se pose plus facilement et on abandonne aussi des choses... Tu renonces. Voilà, on renonce aussi à des choses qui nous prenaient du temps et qui n'étaient pas pertinentes.
D'accord. Aujourd'hui, vous faites peut-être des meilleurs choix. Oui, voilà, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des qualités ou un tempérament pour faire ce que vous faites? En tout cas, ce que tu fais toi. Vivre et élever des animaux, il faut quand même avoir un tempérament assez calme et de la patience. Et même en tant que maraîcher, travailler avec la nature en général, il faut avoir quand même un tempérament Résilient. résilient, oui, parce que on fait pas toujours ce qu'on veut et on est bien obligé de s'adapter. Il faut avoir les ressources pour, devant un échec, pouvoir rebondir et s'adapter à ce que la nature veut bien nous offrir. C'est pas toujours facile, oui. Est-ce qu'il y a un moment ou une rencontre, un partage dont tu serais la plus fière depuis toutes ces années? Enfin, en tout cas, là, tes 3 dernières années. Peut-être, alors personnellement, vraiment pour le fromage de chèvre, parce qu'on a racheté la ferme à un ancien producteur de fromage de chèvre. D'accord. La première fois que je lui ai fait goûter mes fromages, quand même, je passais un peu au tribunal. Et j'étais assez fière de son jugement et de ses compliments. D'accord, de ses observations. Ouais. Enfin, en tout cas, de son retour. Ouais, c'était très gratifiant. Réussi. Vraiment un bon retour de sa part. Est-ce que tu as rencontré des obstacles auxquels tu as dû faire face en tant que femme dans un environnement, un territoire rural et avec ce changement de métier? L'obstacle le plus important pour moi, c'est la force physique. Parce que là, on ne me voit pas, mais je fais 1m50, 45 kilos. Oui, voilà. Je confirme. Et du coup, c'est vrai que si je n'étais pas accompagnée par mon mari ou par des amis, des collègues, physiquement, ça serait vraiment dur pour moi. D'ailleurs, c'est dur. À la ferme, il y a toujours des charges lourdes, on porte beaucoup, on déplace beaucoup, on manipule les animaux qui font... les chèvres, elles font 60-70 kilos pour les adultes. Hein. Ouais. Elles sont costauds, elles sont résistantes. Puis quand elles veulent pas, elles veulent pas. Ouais. Elles sont têtues. Donc effectivement, il faut savoir... c'est le handicap le plus difficile pour moi, c'est au niveau physique. Je réfléchis beaucoup à me faire accompagner et aussi à trouver des astuces et des technologies pour me soulager physiquement. Ouais. T'as un exemple en tête, là? Dans l'entourage, l'exemple qui me vient, c'est mon chien de troupeau, qui m'aide vraiment beaucoup pour manipuler les animaux. D'accord. Disons que c'est lui qui fait la force et moi qui mène. Et ça me soulage vraiment beaucoup. Ensuite, mon mari, qui quand même m'aide vraiment beaucoup sur la ferme. Je voudrais rien dire, mais il arrive après le chien. Au niveau physique, quand même, on se répartit les tâches. Lui, il fait les choses vraiment lourdes et difficiles. Et moi, les choses minutieuses et répétitives. Voilà. Et puis, il y a aussi cette organisation solidaire qu'on a entre paysannes, qui fait que à 3 collègues, on fait les chantiers chez les unes, chez les autres, une après-midi par semaine. Donc on est 3 à travailler sur la ferme de chacune le lundi après-midi. Vous réunissez vos forces. Voilà, on réunit nos forces et là on peut effectivement engager des chantiers que toute seule j'y arriverais pas. Ce changement de métier ou ce changement de territoire, qu'est-ce qu'il a changé en toi en tant que femme? Est-ce que tu es devenue justement plus forte, plus sensible, plus légère, plus créative? Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début, le fait de ne plus avoir ce regard de la société. D'accord, ok. Je pense que je suis plus moi-même. Tout simplement. Tout simplement. Lucile. Ouais. Je suis sûrement plus épanouie de faire... vraiment un métier que j'aime, dans un environnement que j'aime, plus légère, peut-être plus... Plus toi-même. Oui. C'est la bonne réponse. Ouais. J'ai une partie sur les néo-ruraux. Donc tu as fait partie. Aujourd'hui, tu te considères comment d'ailleurs? Est-ce que tu te considères encore comme quelqu'un qu'on classifie dans les néo-ruraux? Ou aujourd'hui, toi, tu te sens local Alors, je me considère plus comme néo-rural. Ouais. Je pense que j'ai passé un échelon. Tu as été validée. Voilà. On n'avait pas des parents paysans. Comme on dit dans le milieu agricole, on s'est installé hors cadre.
c'est-à-dire sans soutien des parents ou des grands-parents, qui auraient pu être paysans eux-mêmes. Quelque part, on est encore des pièces rapportées. Après, on n'est pas natif du coin, et c'est vrai que par rapport aux voisins ou d'autres familles qui sont installées ici depuis plusieurs générations, on sera toujours des néos pour eux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est vrai que on n'a pas forcément la réflexion où les gens nous demandent pas forcément de où on vient. D'accord. Mais... Il n'y a que moi qui demande ça à tout le monde. Ouais. Tu viens d'où? Tu viens d'où? Oui. Et toi, tu penses que les néo-ruraux, donc ce que tu as été, ce que je suis, apportent quoi sur un territoire comme celui-là? Plein de choses, plein de belles choses, je pense. Plein de nouvelles idées, plein de possibilités. Je pense que les néo-ruraux apportent en campagne plein de rêves et plein d'utopies que les anciens qui habitent ici depuis très longtemps ne s'autorisent plus. Parce que les néos, ils arrivent avec plein d'idées, ils veulent faire plein de choses, ils ont lu plein de livres, ils sont inspirés de plein de projets, plein d'endroits différents, oui. pas forcément français, oui. rural, profond, mais... ou l'ouverture à d'autres cultures. L'ouverture à d'autres cultures, et ils apportent plein de richesses dans ces campagnes qui auraient pu rester arriérées et mourir, ouais. Alors ils viennent aussi, ils se trompent bien fois comme nous on s'est trompés quand on est arrivés, et des fois ils sont obligés d'abandonner certaines utopies, mais ça crée quand même une dynamique très intéressante et très joyeuse. On est presque à la fin de la conversation. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a pas donné à l'époque, avant de t'installer, et que tu voudrais toi donner du coup à ton tour? Ne pas s'éparpiller. Ouais, c'est un conseil que je donne aux néos qui arrivent avec plein de projets, plein de rêves. Prenez votre temps, faites une chose à la fois, faites-la bien, finissez-la avant d'entamer une autre, parce que c'est vrai qu'on peut vite s'épuiser, aussi bien moralement, nerveusement que physiquement. Quand on met 56 trucs en route et qu'on ne sait plus où donner de la tête, et que finalement rien n'avance à la vitesse qu'on voudrait, et qu'on a le temps de rien finir, c'est quand même frustrant. Est-ce que tu penses que tous les néo-ruraux qui viennent s'installer ici sont obligés de faire du fromage de chèvre, être maraîchers, faire du pain ou récolter du miel? Oh non, pas du tout. Est-ce que tu penses qu'on peut arriver sur ce territoire et continuer à avoir un job je sais pas, derrière un ordinateur ou... Bien sûr, le télétravail, ça marche très bien dans notre territoire. D'ailleurs, on a plein de voisins qui ne sont pas paysans. On n'est pas obligé de venir à la campagne pour être paysan. On a besoin de tous les corps de métier, et aussi bien artisans que web designers. J'ai pas d'autres exemples là tout de suite en tête, mais dans le soin, ou même dans le tertiaire, on a aussi besoin de professeurs des écoles. Oui, même on a besoin, sur les services. Hein. Oui, services à la campagne, on a besoin. Ok, c'est ce que je voulais entendre, merci. Parce que j'hésite encore. Est-ce que tu as en tête une femme ou des femmes qui pourraient prendre la parole à ce micro après toi? Mais il y en a plein. Mais tu as déjà un bon carnet d'adresses, je pense, dans mes connaissances. Quand on voit le bouquet de dahlia qu'il y a sur la table, tu pourrais rencontrer SE. SE Disco, qui cultive des fleurs en agriculture biologique. Et elle vient d'où? Parce qu'avec un prénom comme ça? Oui, elle vient de Hollande. D'accord. Voilà. Elle est très jolie d'ailleurs, je crois. Oui. On va résumer. Qu'est-ce que tu as gagné en changeant de job et de territoire? On a gagné le fait de pouvoir vivre de notre passion, réaliser nos rêves. C'est fait, le rêve il est fait? Oui. Enfin, il n'est pas encore terminé. Non, tu es en plein dedans. On est dedans, il n'y a plus qu'à vivre. Voilà. Si tu devais te féliciter, qu'est-ce que tu te dirais? C'est toujours compliqué d'être fier de soi. Mais... Soit les autres qui te le disent. Alors, dans ce cas, peut-être, si ta famille, elle était autour de la table, ou tes enfants, des proches, qu'est-ce que tu penses qu'ils diraient après toutes ces années? Ils seraient fiers du courage qu'on a eu d'oser. D'oser... passer le cap? Passer le cap, changer de vie. Tout recommencer de zéro et vraiment aller
construire une vie qui nous plaît. Et je pense que je suis fière d'avoir eu le courage d'avoir sauté le pas, de l'avoir fait. De l'avoir fait. Voilà. Parce que le plus dur, je pense, c'est pas de le faire, de mettre en place, mais le plus courageux, c'est de sauter le pas et de se lancer. Ouais, ce cap, ce fameux moment où tu dis, bon allez, j'abandonne mon job, ma vie facile, entre guillemets, en ville. Confortable. Là, tu dis la vie confortable. Aujourd'hui, tu penses que ta vie, elle est moins confortable ? Sur certains aspects, oui, c'est moins confortable parce qu'on a moins toutes les commodités qu'on pouvait avoir dans une vie périurbaine. Au niveau des soins, des services, quand même à la campagne, c'est un peu plus compliqué, surtout quand on a des enfants. Après, le niveau de confort de la maison est bien moins important de ce qu'on avait avant, par choix, évidemment, mais il y a des périodes où c'est du coup un peu difficile à vivre. L'hiver, par exemple, déjà quand on travaille dehors, l'hiver, faut subir les éléments. Après, on a du chauffage au bois, donc ça se fait pas tout seul, faut chauffer. Moi, je dis toujours, ça se mérite de vivre à la campagne. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont une vie difficile. La nature n'est pas forcément toujours bonne avec nous. On a viré le superflu et le luxe. Mais ton luxe est ailleurs. Mais le luxe est ailleurs, oui. On a trouvé effectivement du confort ailleurs. Eh bien, je pense qu'on arrive au bout. Donc, je vais te remercier, Lucille. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toi. Merci pour ce partage. Je suis certaine qu'il sera utile et qu'il fera résonance au moins à l'une ou à l'un d'entre nous. Pour conclure cet épisode et pour m'encourager à en produire d'autres, on partage l'épisode à son entourage. Ça veut dire la famille, les amis, les collègues, les voisins. Et le Graal, ça serait d'aller mettre des étoiles et des commentaires sympathiques sur Apple Podcast et Spotify. Abonnez-vous à la chaîne de podcast pour être informé et pour recevoir facilement les nouveaux épisodes. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux des Nouvelles Filles de la Campagne, Instagram, Facebook, LinkedIn, j'en passe et des meilleurs. Et si vous aussi, vous avez des filles en tête, des femmes, des nanas qui pourraient partager leur histoire, n'hésitez pas à me contacter sur lesnouvellesfillesdelacampagne@gmail.com. Si vous avez envie d'échanger avec les Nouvelles Filles de la Campagne, sachez que je mettrai leurs coordonnées dans les descriptifs du podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Merci.